Ce soir, les libéraux tentent d'accélérer le processus d'adoption du projet de loi C11 sur la radiodiffusion. À quoi peut-on s'attendre? On en débat avec notre panel de députés. Loi sur les mesures d'urgence, les conservateurs réclament la démission du ministre de la Sécurité publique. L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Le point sur la course au leadership du Parti conservateur avec l'ex-chef de cabinet d'Andrew Scheer, Marc-André Leclerc. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On revient ce soir sur un projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre au Parlement depuis plusieurs mois, le projet de loi C11 qui succède à C10, mort au feuilleton au déclenchement des dernières élections. Le projet de loi vise à forcer les géants du numérique à dédommager les médias canadiens pour l'utilisation de leur contenu et aussi à faire davantage de place aux créateurs d'ici. Le gouvernement libéral prend maintenant des mesures pour accélérer le passage du projet de loi pour qu'il revienne à la Chambre des communes après son étude en comité. Quelle est la stratégie dans tout ça et que penser du contenu de C11? On en discute avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Anthony Housefather. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, on accueille Caroline Desbiens. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Anthony Housefather, des libéraux d'abord. Donc, vous voulez donc que ce projet de loi, que C11 revienne à la Chambre des communes, même s'il semble qu'il ne sera pas adopté au Sénat avant l'automne. Pourquoi, je dirais, votre volonté d'accélérer les choses à ce moment-ci, alors qu'on est à la presque toute fin de la session parlementaire? Premièrement, parce que c'est une loi qui est très, très importante pour nos artistes, pour nos créateurs, pour nos diffuseurs canadiens, pour créer un équilibre entre les plateformes de streaming et les diffuseurs canadiens. Nous avons très bien écouté beaucoup de témoins parce que nous avons, si vous vous rappelez, Mme Bégin a adopté ce loi-là comme C10 dans la dernière session. On revient maintenant comme C11. Et en effet, la raison pour laquelle on a bougé sur la question de demander à la Chambre de faire des instructions au comité d'aller à clause par clause, c'est à cause du fait qu'il y avait un filibuster au comité, que malheureusement, on ne bougeait pas du tout. Et en effet, il faut bouger. C'est une loi qui est très, très importante. Bon, chez les conservateurs, Luc Berthold, justement, vous vous êtes fait reprocher, en fait, de tout faire pour retarder l'adoption de ces 11. On vous reproche de faire des manœuvres d'obstruction, d'user de tactiques de diversion. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, écoutez, il y a tellement de Canadiens qui veulent se faire entendre sur le projet de loi C11. Il y a des craintes concernant les créateurs de contenu indépendants, les créateurs de YouTube, TikTok et ces réseaux sociaux semblables-là, qu'on pense que le gouvernement doit prendre le temps nécessaire pour qu'on puisse faire en sorte que la première modification en plus de 30 ans de la loi sur la radiodiffusion soit bien faite. Malheureusement, on a posé beaucoup de questions, on a demandé des assurances que ces créateurs de contenu indépendants-là ne soient pas soumis au CRTC. Vous savez, je viens du domaine de la radiodiffusion. Je sais à quel point ça peut être compliqué parfois quand on est soumis aux différentes réglementations du CRTC. Et Internet et les réseaux sociaux sont un lieu où les créateurs peuvent s'exprimer sans beaucoup de contraintes. Donc, c'est un lieu qu'on doit préserver et c'est ce qu'on entend et c'est pourquoi on demande de prendre le temps nécessaire requis pour étudier ces 11. Mais pendant ce temps-là, ça traîne en longueur du côté du Bloc québécois, Caroline Desbiens. Le projet de loi a été adopté, déposé, je dirais, au mois de février. Ça traîne donc depuis ce temps-là. C'est sans compter les délais pour C10 avant C11. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le temps d'accélérer l'adoption de ce projet de loi C11? On a toujours été un peu d'accord avec l'adoption urgente de cette loi parce qu'on souffre, les artistes souffrent, les créateurs, l'industrie créative souffre énormément de cette désuétude de la loi de la radiodiffusion en ce moment. Donc, nous, on a travaillé au contenu, on a bonifié cette loi-là, que ce soit C10 ou C11. Notre travail de parlementaire, c'est d'y ajouter, d'amender, d'étoffer à la lumière de ce qu'on a recueilli comme témoignage sur le terrain. C'est chose faite. Maintenant, C11 a échappé quelques petits détails de terminologie dans les libellés. Par exemple, la protection du contenu francophone original. Le mot original a comme
disparu. Donc, il y a certaines choses qu'il faut encore ajouter pour que la loi soit vraiment mieux adaptée encore. Donc, évidemment, au lieu de C10, il y avait une urgence électorale qui planait au-dessus de nous, ce qui permettait d'espérer peut-être qu'on puisse aboutir à quelque chose. Là, il y a moins d'urgence parce qu'on sait de toute façon que c'est pas dans cette session-ci qu'on va adopter la loi. Donc, on est prêt encore à bonifier ça. Mais cela dit... Quitte à ce que ça retarde. Mais ça retarde parce que les partis qui sont moins, disons, moins propices à régler rapidement la situation ont tardé. On est victime de ça, mais on essaie de travailler avec ça. D'accord. Au NPD, Alexandre Boulris, on sait que le sort de nos artistes et de nos créateurs dépend ni plus ni moins de ce projet de loi. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces délais dans l'adoption de ces 11? Bien, pour nous, il y a vraiment urgence. Il y a une unanimité du milieu culturel québécois et canadien que c'est absolument nécessaire. On vit dans un système qui est complètement pas adapté à la réalité numérique. Depuis des années, les câbleaux distributeurs sont forcés à contribuer à la production de contenu québécois et canadien, hein, des émissions de télévision, des films, ça peut être subventionné la musique également, mais pas les diffuseurs numériques. Les plateformes numériques, les plateformes de streaming, eux, ils ont un passe-droit, il y a un cadeau. Et c'est cette iniquité, ce passe-droit que les conservateurs veulent maintenir. C'est comme s'ils se contrefoutent complètement de l'intérêt de nos artistes qui perdent de l'argent. C'est 1 milliard de plus qu'on va être capable de mettre par année dans le système pour raconter nos histoires ici, avec des productions d'ici, avec des employés d'ici, des techniciens d'ici. Alors, il faut absolument le faire le plus vite possible. Et toutes les histoires de peur qu'on entend du côté des conservateurs sont absolument pas fondées. C'est des faux prétextes pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça absolument déplorable. Puis on va tout faire, nous, au NPD, pour que ça aille de l'avant. C'est dans l'intérêt de notre culture et c'est dans l'intérêt de notre milieu culturel et de tous les emplois qui sont impliqués là-dedans. Luc Berthold, vous voulez répondre à Alexandre Boulris? Bon, écoutez, de toute manière, on sait qu'il y a une entente entre les libéraux puis le NPD va tout faire en sorte pour écouter et pour plaire aux libéraux. Donc, je suis pas surpris des propos de M. Boulris en ce moment. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des témoignages qui le témoignent, qui le démontrent. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par la forme actuelle de ces 11. Ces gens-là ont le droit d'être entendus. On aurait pu profiter de l'été pour faire voyager le comité, pour faire en sorte d'entendre des témoignages un peu partout au Canada. Comme je dis, ça fait 31 ans que cette loi-là n'a pas été modifiée. On est dans un tout nouveau monde aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les créateurs de contenu indépendants. Il y a de la création au Canada comme il n'y en a jamais eu et pas uniquement de la création institutionnalisée. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on écoute ces gens-là qui ont des choses à dire et surtout qu'on évite de surréglementer le secteur en soumettant tous ces créateurs de contenu-là au CRTC. Et le gouvernement, s'il veut rassurer les gens, il pourrait simplement dévoiler quelles seront les directives qui vont donner au CRTC dans la réglementation de ce contenu-là. Bon. Parce que le président du CRTC a été clair, ce contenu qui génère de l'argent va être soumis à leurs yeux. Donc, c'est ça le problème. Et comme on l'a dit plus tôt, ça va prendre du temps, ça ne sera pas adopté avant décembre, il faut passer au Sénat. Donc, qu'on prenne le temps nécessaire requis pour le faire et qu'on n'essaie pas de nous le passer dans la gorge. Je pense que c'est ça la réalité. Anthony Housefather, qu'est-ce que vous en pensez? On ne devrait pas davantage prendre le temps pour étudier le projet de loi? Encore plus de temps? Mais premièrement, je voulais dire que c'est pas les libéraux que l'NPD veut faire plaisir à, c'est les créateurs et tous les différents milieux culturels partout au Québec et au Canada. Je crois que tous les autres 3 partis sont d'accord qu'il faut changer la loi sur la radiodiffusion. Numéro 2, Luc n'est pas à notre comité, mais nous avons entendu sur 20 heures de témoignages. Nous avons écouté les 20 heures de témoignages. Nous avons eu aussi presque 100 heures de témoignages sur le C10. Donc, nous avons beaucoup écouté les différents témoins. Et finalement, si on parle des utilisateurs, M. Scott, qui est le président de CRTC, a dit clairement qu'il n'a aucun intérêt au CRTC de régler les utilisateurs. C'est pas vrai que les utilisateurs sont réglés. Ce sont des plateformes qui ont des obligations, pas les utilisateurs. Alexandre Boulris au NPD, est-ce que vous avez vraiment espoir que C11 va être finalement adopté aux communes et si oui, quand?
Oh mon Dieu, j'ai pas de boule de cristal, Madame Bégin, malheureusement, mais je pense que c'est dans l'intérêt de notre secteur culturel que ça aille rapidement. Monsieur Hosfather l'a dit, ce projet de loi-là a été étudié et réétudié. On a entendu des dizaines d'heures de témoignages et de témoins. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Les utilisateurs sont pas touchés, c'est bien écrit clairement dans la loi. On va faire ce qu'il faut pour aider nos créateurs et nos artistes pour que ça soit adopté le plus rapidement possible. Caroline Desbiens, le mot de la fin là-dessus. Le mot de la fin, c'est que le Bloc a travaillé très fort pour protéger le contenu francophone. Nous, on est satisfait en grande partie de la loi. Évidemment, je suis d'accord avec mes collègues libéraux et du NPD que la loi doit être passée de toute urgence au bénéfice des créateurs et que l'avenir de la culture est en jeu. Donc, il y a vraiment, le décompte est commencé. Il faut vraiment aller de l'avant avec cette loi. C'est très, très urgent. On a entendu le terrain. Ça fait longtemps qu'on connaît les avis de tout le monde. Je pense que ça fait 2 ans qu'on écoute des gens d'un peu partout, des représentations. Il est temps que cette loi-là passe et moi, je suis contente parce qu'on a protégé le contenu francophone et c'était notre mandat au Bloc québécois. Ouais. On comprend de vos propos que ça fait longtemps que ça traîne. On va continuer à suivre donc l'évolution de ces 11. Anthony Hosfather, Luc Berthold, Caroline Desbiens, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Une autre nouvelle qui a fait des vagues aujourd'hui aux communes, des députés conservateurs réclament la démission du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Il lui reproche d'avoir menti aux Canadiens lorsqu'il a soutenu que ce sont les policiers qui lui ont demandé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence l'hiver dernier pour mettre fin au blocus des camionneurs à Ottawa. Voici un extrait des échanges. On va continuer à faire de l'histoire. Le 2 mai, le ministre a dit, et je cite, « Sur la recommandation de la police, nous avons invoqué la loi sur les mesures d'urgence. » Félicitations. Et durant les audiences du comité parlementaire, il a précisé que c'était la GRC qui avait fait la demande parce qu'elle avait besoin de cet outil pour effectuer son travail. Il l'a affirmé à maintes reprises au cours des derniers mois et maintenant, pour ajouter l'insulte à l'injure, il a l'audace de nous dire que toute cette histoire est un simple malentendu. Yeah. Quand va-t-il admettre la vérité? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous sommes très clairs sur ce côté que c'est une décision qui était nécessaire. Et oui, on a consulté avec les forces policières avant l'invocation. Oui, on a cherché le conseil de la force policière avant l'invocation. Et on va continuer de travailler en étroite collaboration avec les forces policières pour protéger nos communautés. Mais sur leur côté, sur le côté de le conservateur, il a contribué à le blocage illégal. C'est très mal et il faut offrir ces dépenses à tous les habitants d'Ottawa et partout le pays. Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève d'abord, est-ce que le ministre Mendicino doit démissionner? Non, je ne penserais pas dans le contexte actuel. Il y a peut-être une question d'interprétation, il y a peut-être un flou aussi, mais si on remet tout ça dans le contexte où est-ce qu'il y avait une crise qui était grave, c'est peut-être difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, le comité de la Chambre des communes est là pour faire l'éclairage puis nous dire un peu pourquoi les choses se sont produites, mais de là à demander la démission du ministre, je pense que c'est précipité pour le moment. Daniel? Oui, je suis d'accord avec Geneviève. En même temps, je pense que il semble que Marco Mendicino n'ait pas toujours pesé le poids de ses mots, donc il aurait pu être un peu plus prudent, je pense. Ça va lui, c'est une leçon qu'il a apprise, je pense. Donc ça met un peu le gouvernement dans l'embarras, mais on va voir où ça va nous conduire tout ça. Est-ce qu'on va en découvrir davantage? Il semble que il a utilisé une terminologie qui était trop vague ou imprécise, et là ça lui nuit en ce moment, ça c'est certain, mais je pense pas que ce soit assez pour qu'il démissionne, en tout cas, compte tenu de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ouais. L'autre histoire qui fait des vagues à Ottawa, alors que le Canada adopte la ligne dure face à Moscou, on apprend que Affaires mondiales a envoyé sa chef adjointe du protocole à une réception organisée par l'ambassade de Russie à Ottawa. Réception qui est survenue vendredi. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dit que c'est complètement inacceptable. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire-là?
C'est vrai que c'est étrange, puis je suis d'accord avec Mme Joly, dans la mesure où on est contre la Russie, puis qu'on met des sanctions économiques quand même très sévères, puis qu'on envoie des armes, d'aller à une réception, c'est comme bizarre. En même temps, c'est vrai que le Canada n'a pas rompu ses liens diplomatiques avec la Russie, mais on peut quand même faire un régime minceur et dire, bon, on va se limiter à l'essentiel. Donc, tout ça, ce qui me surprend, c'est que le bureau de la ministre n'ait pas été avisé avant que ça se produise et que les fonctionnaires n'aient pas eu l'instinct naturel de dire, c'est peut-être pas la meilleure chose si ça se savait. Et donc, on se retrouve dans cette situation. Oui, Daniel, pensez-vous que c'est une affaire qui va suivre la ministre Joly longtemps ou ça, on n'entendra plus parler la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau, peut-être dans un verre de vodka dans ce cas-là. Écoutez, c'est pas de sa faute. Je pense que les fonctionnaires ont appris une leçon. Et ils vont devoir s'en souvenir, mais je pense pas que ce soit un gros drame. Là. On va oublier ça assez vite. On va tourner la page assez rapidement. Je veux revenir avec vous sur cette démarche, je dirais, du Québec par rapport à la réforme de la loi sur les langues officielles. Québec qui propose une série d'amendements au projet de loi. Évidemment, c'est un projet de loi fédéral. Geneviève, d'abord, la ministre Sonia Lebel à Québec dit que ces propositions d'amendement visent, entre autres, à rendre le régime linguistique fédéral davantage compatible avec celui du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du Québec? C'est assez inusité que quelqu'un dans une assemblée législative communique directement avec des députés dans une autre assemblée législative. Et donc, elle a envoyé ses propositions à tous les députés qui siègent sur le comité des langues officielles. Et aussi, c'est inusité parce que normalement, on se parle de ministre à ministre. Et donc, c'est rare qu'une ministre va aller voir les députés. Quoique c'est déjà arrivé qu'on ait témoigné en comité. Mais qu'on ait une liste d'épicerie assez longue et assez exhaustive, c'est ça qui est nouveau. Ça va être intéressant parce que le gouvernement fédéral de Trudeau va devoir répondre à chacun de ces 14 amendements-là. Et donc, ça va peut-être mettre le gouvernement fédéral dans une position un peu inconfortable. Ça reste à suivre. C'est assez habile stratégiquement. Mais est-ce que ça va vraiment donner des résultats? Ça, on verra la suite des choses. Oui, Daniel, Geneviève parle donc de cette série d'amendements parce que le gouvernement Legault propose, entre autres, au gouvernement Trudeau, ce qu'il appelle un amendement Air Canada pour forcer les grands patrons des entreprises fédérales à parler et comprendre clairement le français. Il y a plusieurs autres amendements également. Il y en a 14 au total, comme nous dit Geneviève. Qu'est-ce que vous pensez de ces amendements que propose le Québec sur le contenu, le fond? Oui, il y a des amendements qui je pense, qui pourraient être étudiés sérieusement, mais en même temps, je pense que c'est surtout un geste politique de la part du gouvernement du Québec qui, justement, veut montrer là, qu'on défend une certaine vision nationaliste sur la question linguistique. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir le Bloc qui va sans doute reprendre certains de ces amendements-là et donc les présenter officiellement. Alors, ça va être intéressant de voir, mais pour ce qui est de la qualité des amendements en tant que tels, je pense que ça varie beaucoup d'une question, d'un amendement à l'autre. Mais que c'est plus important, je pense, la symbolique ici de ce que le gouvernement Legault veut faire, de montrer qu'on défend cette vision là, nationaliste du Québec, une certaine vision de la question linguistique à Ottawa. Mais je pense que le Bloc, évidemment, va se faire le porte-parole, encore une fois, des demandes du gouvernement Legault. Oui, c'est ça. Va relayer, en fait, ces demandes-là à la Chambre des communes. Geneviève, au-delà de la symbolique, là, sur le contenu des amendements, vous en pensez quoi? Ça va mettre le gouvernement fédéral un peu dans l'embarras parce que finalement, ce qu'on demande, c'est un traitement différencié entre le français puis l'anglais, puis de reconnaître que la seule minorité au pays, c'est la minorité francophone et non pas la minorité anglophone au Québec. Pour le gouvernement Trudeau, ça va être difficile à mettre en place. Par contre, c'est une revendication qu'on entend de plus en plus de la part des caquistes. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi une élection qui s'en vient bientôt au Québec et donc sans doute qu'on essaye de marquer des points aussi en essayant de coincer un peu le gouvernement Trudeau sur ces aspects-là. Oui. Daniel, pour terminer là-dessus, Geneviève nous parlait, ça va être intéressant de voir la réponse du gouvernement Trudeau. Vous vous attendez à quoi, justement, du côté du gouvernement libéral, de la réponse à Québec? Oui, je pense que, écoutez, c'est, comme Geneviève l'a dit, c'est assez inusité comme démarche. Et probablement que le gouvernement Trudeau va être prudent, mais il va probablement ne pas certainement
utiliser ces amendements-là vraiment parce que, comme Geneviève l'a dit, ça place le gouvernement dans une situation difficile. Et puis, la loi sur les langues officielles doit aussi s'occuper de la minorité anglophone au Québec, par exemple. Et c'est ce que le gouvernement Legault, évidemment, essaie d'attaquer d'une certaine façon à travers cette démarche-là avec ces amendements. Donc, moi, j'ai l'impression que sur le plan du contenu, les libéraux n'adopteront pas la plupart de ces amendements-là. Mais ils vont devoir quand même réagir avec diplomatie pour ne pas s'aliéner les électeurs de la CAQ qui, au fédéral, votent libéral. Oui, on verra la réponse d'Ottawa. Si réponse il y a, Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. On va maintenant faire le point sur la course au leadership au Parti conservateur, alors qu'on est toujours en train de digérer, je dirais, les résultats de vente de cartes de membres. Les organisateurs ont révélé la semaine dernière que plus de 600 000 membres pourraient avoir à choisir le prochain chef le 10 septembre prochain, ce qui représenterait, si ça s'avère bien sûr, le double du nombre de membres qui étaient inscrits lors de la dernière course en 2020. Alors, je discute de tout ça avec Marc-André Leclerc, proche des conservateurs, ex-chef de cabinet de l'ancien chef Andrew Scheer. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Esther. 600 000 membres, d'abord, ça semble beaucoup exagéré pour plusieurs. Les chiffres, évidemment, vont être confirmés d'ici le 29 juillet. Vous en pensez quoi, vous, de ces chiffres? Est-ce qu'il y a un tel engouement pour le Parti conservateur en ce moment? Ben, je pense que le 600 000 membres, c'est un chiffre qui est relativement solide, et qui est très solide plutôt, en fait, parce que c'est le parti même là, qui confirme ces chiffres-là. Là. C'est pas juste une addition des membres qui étaient là avant et de chacune des campagnes. Là. C'est vraiment le parti dit la semaine passée que ça pourrait être même au-dessus du 600 000. Puis c'est un peu les chiffres qu'on avait là, au cours de la course, au cours des dernières semaines, 400 000, 500 000. Là, on va voir le chiffre final et c'est ça qui va être intéressant de voir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais non, je pense que le chiffre de 600 000, on voit vraiment que c'est une course qui a attiré beaucoup, parce qu'à une certaine époque, là, lorsque M. Trudeau, en 2013, avait attiré 150 000 supporters, les médias, nous, les analystes, on disait tout le monde que c'était extraordinaire. Mais là, si le Parti conservateur fait 600 000, ça sera un record pour le parti, mais également un record pour tous les partis politiques au pays. Oui, c'est ça, parce qu'on sait qu'il y a tout un processus de vérification des nouveaux membres d'ici le 29 juillet. Vous ne pensez pas que ça va se dégonfler quand même d'ici là? Ben, ça peut arriver. Il peut toujours avoir des doublons, mais c'est le travail. Là. C'est un travail colossal. Là. Puis je pense que c'est un défi titanesque pour le Parti conservateur. C'est une course au leadership, on n'en souhaite pas souvent, mais dans leur cas, c'est leur troisième depuis 2015. Donc, ils sont habitués. Donc, présentement, là, pendant qu'on se jase, il y a des gens, là, c'est sûr, au bureau du Parti conservateur qui travaillent ardemment, qui s'assurent là, de rentrer l'ensemble des formulaires. C'est énorme parce qu'il faut que le parti soit capable d'envoyer à tous les membres un bulletin de vote par la poste d'ici la mi-juillet, début août. Donc, c'est un défi qui est vraiment titanesque. Donc, vraiment un travail de moine, comme on dit. On sait, Marc-André, que l'équipe de Pierre Poilievre affirme avoir recruté à lui seul 311 nouveaux 1000 membres. C'est un record absolu, évidemment, encore si ça s'avère. Est-ce que vous y croyez à ces 311 1000 membres pour Pierre Poilievre? Ben, c'est certain, Esther, que c'est la saison des chiffres. Hein? et c'est impossible pour nous de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Les campagnes le savent le nombre de membres qu'elles ont vendus, savent également qu'il y aura probablement, selon les chiffres du parti, 600 000 membres. Mais si c'est vrai que M. Poilievre a vendu 312 000 membres, ça veut dire que la course est finie, là, avec l'appui qu'il avait déjà dans les membres existants. Mais là, encore là, est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà des cartes de membres, qui ont repris une carte pour M. Poilievre? Parce que tu sais, un membre là, qui était membre jusqu'en 2024, par exemple, donc qui était éligible pour le leadership de cette année, aurait pu décider de reprendre une carte pour 5 ans parce que voulant être sûr de pouvoir voter pour son candidat favori. Donc, c'est pour ça qu'il va toujours avoir des doublons. Ce que j'ai trouvé quand même que la campagne de M. Poilievre est allée encore plus loin, au-delà de donner un chiffre, ce qui est fait habituellement par les différents candidats au leadership, c'est de dire, voici les chiffres, voici ce qu'on a par province, puis on demande aux partis de certifier
ces chiffres-là. Malheureusement pour nous, observateurs, c'est que le parti n'ira pas jusque-là. Ils vont dire on a 600 000 ou 500 000 membres. Ils vont pas dire chaque équipe a vendu un certain nombre de cartes par Internet, par exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de l'équipe de Jean Charest de ne pas dévoiler les nouveaux membres qu'ils ont recrutés? C'est sûr, ils n'ont pas voulu tomber dans l'enflure verbale. C'est quand même une bonne chose. Moi, ce qui me surprit beaucoup, Esther, c'est que le 3 juin, vendredi dernier, lors de la fin de la vente des cartes de membres, c'est que le parti est allé dire, Monsieur Charest, plutôt, son équipe est allé dire, nous, on a les points pour gagner. Mais à ce moment-là, lorsque M. Charest et son équipe ont dit ça le 3 juin, mais c'était impossible pour eux parce qu'ils ne savent pas le nombre de membres total. Donc, ça me surprit beaucoup. De ne pas vouloir donner de chiffres, c'est une chose, mais dire on a les points pour gagner. Puis pour savoir que pour les points pour gagner, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de dire, moi, par exemple, dans le comté de Gatineau, j'ai 200 membres qui vont voter pour Marc-André Leclerc sur 300 membres, donc je sais que je vais chercher une majorité de points. Sauf que présentement, M. Charest, il y a simplement un facteur, qui est lui, combien il en a vendu dans Gatineau, mais il ne sait pas au total des équipes. Donc ça me surprit de la part de l'équipe de M. Charest le 3 juin. Qu'est-ce que vous pensez justement de la campagne de Jean Charest jusqu'à maintenant, Marc-André? On a vu que M. Charest a eu de la misère à lancer sa campagne. Il était allé à Calgary, il y avait peu de gens. C'était difficile au début. M. Charest s'est bien repris lors des 3 débats. Les 2 débats en anglais, le débat en français. M. Charest s'est repris. Moi, j'ai trouvé que le débat en français que M. Charest a remporté, j'ai trouvé que pour la première fois durant la campagne, je trouvais qu'il était à sa place, qu'il n'avait pas l'air d'un chien dans un jeu de quilles, par exemple. Donc, moi, je pense que ça l'a aidé, mais est-ce que c'est arrivé trop tard? 25 000 débats en français le 3 juin. C'est pour ça que M. Charest, depuis le 3 juin également, il demande la tenue d'un 3e débat, parce que le parti avait laissé une fenêtre ouverte. On fait 2 débats, français-anglais, peut-être un 3e. Sauf que présentement, il n'y en a pas de date pour le 3e. Ouais. Et ça, je trouve ça un petit peu malheureux parce que le parti aurait dû nous dire c'est 2 ou c'est 3. Là, ils ont laissé une porte ouverte. Plusieurs candidats le demandent. Mais présentement, pour le parti, son défi, c'est d'envoyer les bulletins de vote aux membres. Ce n'est pas d'organiser un autre débat. Sur la suite des choses, justement, jusqu'au 10 septembre, vous vous attendez à quoi? Est-ce que certains candidats pourraient se désister au cours de l'été? Est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances entre des candidats? Vous vous attendez à quoi, vous, au cours de l'été? Des désistements, c'est toujours possible, parce que les candidats vont voir aussi où est-ce qu'ils en sont. Là. Exemple, si un candidat a ramassé 50 000 membres et il y en a 600 000, tu te rends bien compte, tu n'as même pas un membre sur 10 qui va voter pour toi au premier tour. Donc ça pourrait les décourager. Présentement, tout le monde nous dit qu'ils vont rester dans la course, donc on va les croire là-dessus. Sinon, c'est une drôle de campagne, parce qu'habituellement, entre la fin des ventes de cartes de membres et le moment du vote, c'est beaucoup plus rapproché. Et là, les équipes, présentement, les bénévoles, tout ça, c'est dur parce que tu peux plus vendre de nouvelles cartes et tu peux pas aider tes supporters à voter sur le terrain, faire les photocopies, mettre ça dans les enveloppes. Donc, ça reste que c'est une période, un peu de mouvement. Et on voit pas beaucoup d'enjeux à part dire qu'on ne croit pas les chiffres de ses adversaires. Moi, je crois que les candidats, au lieu de commencer à dire un tel dit ça, ou demander un 3e débat, auraient intérêt à revenir sur le terrain, poursuivre la course au 2e choix. Parce que quand un membre ajoute une carte de vote, il va dire, OK, j'ajoute ma carte de vote pour voter pour un candidat X, Y ou Z. Mais à partir de ce moment-là, le membre n'a pas fait beaucoup d'idées sur qui va voter comme 2e choix. Et vu que c'est un vote préférentiel, les 2e choix sont aussi importants que les premiers choix. Donc, les candidats auraient intérêt à revenir là-dessus et vraiment d'essayer d'aller courtiser ces gens-là. Et c'est probablement ça qu'on va voir, une espèce de grande séduction pour les 2e choix. Oui, c'est ça. On verra ce qui va se passer d'ici au 10 septembre parce qu'il reste encore quand même 3 mois et c'est long. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer. Merci beaucoup de vos lumières. Très apprécié. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 13 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.